Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire d'information automobile, Gotchar. Cette semaine, on a une semaine assez chargée, alors que moi, je me suis gâté, quoique j'ai un peu trop visité les stations-service à mon goût, en conduisant la Maserati Ghibli Trofeo, ainsi que le Land Rover Defender 110 V8. Et moi, comme d'habitude, j'ai toujours des magnifiques nouvelles pour vous, hein. Entre autres, une voiture volante et le potentiel retour de la Chevrolet Cavalier. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchar. Alors voilà, bienvenue mon cher William. Comme d'habitude, je reconnais là la qualité de la recherche que tu fais en matière automobile. Ben franchement, j'étais déçu de pas avoir gagné de prix. Là, c'était les Gémeaux récemment. Oui. J'étais déçu de pas avoir gagné de prix. Oui. À quand notre prix pour notre podcast? Tout à fait. Ça, c'est la question que je me pose et que je vous pose, mesdames, messieurs. À quand? En fait, moi, la réponse pourrait probablement ressembler à jamais. Mais c'est pas grave, là, c'est un autre. C'est correct. Ça va être après mon prix Nobel de la paix. Exactement. Alors, sur ces belles paroles, on va parler à quelque chose d'un peu plus... On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux. On va parler effectivement des essais que j'ai réalisés au cours des derniers jours. 2 essais où, honnêtement, je me suis gâté. J'ai notamment essayé la Maserati Ghibli Trofeo. Bon, vous connaissez la marque Maserati, elle fait partie de la famille Stellantis. Jusqu'à tout récemment, c'est une compagnie italienne, hein, bien entendu. Ah oui? Ben quoi que Bugatti, hein, ça a un nom de même, mais c'est français dans le fond, donc ça vaut la peine. Là. Exactement. Alfa Romeo, peu de gens le savent, c'est bulgare? Non, c'est pas vrai. N'écoutez pas William là-dessus. Alors évidemment, Maserati, c'est donc une compagnie italienne qui partageait jusqu'à tout récemment la mécanique avec Ferrari. D'ailleurs, le véhicule que j'ai conduit, le Trofeo, comptait sous le capot un V8 3.8 litres, justement issu de Ferrari. Mais c'est un des derniers parce que l'entente entre les deux compagnies n'existe plus. Et donc, il y aura de nouveaux moteurs sous le capot Maserati. Probablement hybride aussi, mais là, on n'est pas rendu là. Est-ce qu'il va avoir le même son? C'est la vraie question. Parce que j'avoue que ça, c'était assez impressionnant. Même de l'autre bord de la rue, on l'entendait très bien. Effectivement. Alors évidemment, justement, ce que tu dis, c'est tout à fait exact. Le moteur que moi j'avais pour faire l'essai était incroyable. Il faut dire que la déclinaison Trofeo, c'est la déclinaison la plus élevée de la famille. Il existe une Modena et la Trofeo, donc la plus puissante, la plus spectaculaire. Surprenamment, elle fait le 0-100 en 4,3 secondes avec 572 chevaux. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Beaucoup de concurrents, les BMW, d'autres, font à peu près le même nombre de chevaux et sont beaucoup plus rapides sur les accélérations. 4,3 secondes pour un 0-100, tu fais littéralement ça avec une Mustang bien équipée. Donc, on n'est pas vraiment à ce niveau-là. Ce qui était fascinant, c'est les 528 livres-pieds de couple qui, eux, ça, on les sent. On les sent en accélération. Et ça, vraiment, c'est là qu'il y avait une sensation très, très profonde. Tu sais, quand tu as du feeling de conduire, tu n'es pas obligé d'aller vite, mais tu as vraiment le feeling de conduire. Ça te prend un peu au siège, là, même juste partir à un stop, là, je comprends ce que tu veux dire. Exactement. Et tu l'as dit, le son incroyable de ce moteur-là, qui, dans sa version tranquille, était correct et un peu même étouffé, mais il y a une fonction sport. Et quand tu enclenches ta fonction sport, mais là, attention, les chevaux Ferrari se déchaînent et le son est absolument... Ouais, mais quand t'es venu, je pense que tu l'avais mis en mode sport, là. Ouais, puis j'ai fait un petit peu exprès pour partir un petit peu plus fort que la logique le permettait. En même temps, quand t'as une voiture comme ça, on va se le dire, c'est un peu le but de show-off, là. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons de payer si cher, à moins que t'aimes vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y avait la petite horloge Maserati? Il y avait l'horloge Est-ce qu'elle Maserati. était électronique? Non, c'était une traditionnelle analogique qui était... Parce qu'en fait, il faut savoir que la Maserati Ghibli n'a pas vraiment changé depuis quelques années. En termes de look, c'est à peu près la même chose.
L'intérieur a cependant changé pas mal. On a amélioré l'affichage, l'écran d'affichage, système d'infodivertissement qui est aussi un peu plus complet. Ce qui est vraiment intéressant de ce véhicule-là, en fait, c'est la conduite. C'est un véhicule qui est... c'est pas une voiture de course. C'est pas une super voiture. On est vraiment dans un véhicule juste agréable à conduire, qui se manie du bout des doigts, qui est vraiment, vraiment... Les suspensions... Tu peux d'ailleurs mettre les suspensions en mode Corsa, en mode course, bien sûr. Et là, le petit accent italien qui sort et tout, là. Ah oui, donc écoute, ça vient avec ça. Avec le Duolingo que t'as fait. Exactement. Je suis rendu à la moitié de mes sections Duolingo en italien. Non, c'est pas vrai. Je les ai toutes faites, mais je suis pas meilleur. Mais, ceci étant dit, donc, il y a vraiment cet aspect-là, un aspect très dynamique au niveau de la conduite, les suspensions qui absorbent bien, qui sont capables de nous mener. Écoute, on prenait des routes de campagne, puis pas obligé d'aller vite, puis tu connais ta mère, elle est un peu peureuse quand je conduis. Je sais pas pourquoi. Ouais, quand elle-même conduit, c'est une autre histoire, là. On n'ira pas sur l'avant avec elle, mais... Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Et pourtant, elle est restée très calme tout le long. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est littéralement sur des rails. Relativement confortable aussi. Petit craquement à l'intérieur. La qualité d'assemblage n'est pas parfaite. Mais honnêtement, on s'en fout un peu. Mon gros bémol, en fait, c'est que moi, je la trouvais magnifique. Je la trouvais vraiment très belle. Il faut dire que le rouge qu'elle avait était particulièrement incroyable. Mais elle n'attire pas les regards. J'ai été étonné. J'ai conduit la Cadillac CT5 Blackwing dont on a parlé précédemment. Et cette voiture-là, écoute, il y a des gens qui arrêtaient devant la maison pour voir la voiture. La Maserati, pas du tout. Autant la Cadillac, j'ai eu des pouces en l'air. Avec la Maserati, je n'ai eu un. Donc, c'est comme si elle est belle, mais elle est plus anonyme dans sa façon de faire. Bien sûr, la partie avant, avec les tridents et tout, ça définit la voiture, mais c'est pas aussi spectaculaire en termes de look que ne peut l'être, par exemple, ne peuvent l'être certaines autres voitures sportives. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Est-ce que je paierais le 150 000 $ nécessaire pour la voiture? Écoutez, je suis obligé de vous dire qu'en raison du peu d'intérêt qu'elle suscite, les ventes, c'est une catastrophe, hein? L'année passée, on en a vendu 39 au Canada. Là. On parle de combien pour le modèle le plus populaire, disons à peu près, Maserati? La Maserati Ghibli, là? Ah, tu parles de oui, je parle de Maserati, là, on parle de combien, là, écoute, au Canada? Parce que 39, mais si le plus qu'il en vend, c'est 50 sur un modèle, c'est pas si mal, là, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est quand même pas une voiture... T'as raison, mais n'empêche que si tu compares cette voiture-là à des comparables, les BMW, les Mercedes de ce monde, on vend beaucoup plus de véhicules à 150-160 000 de BMW qu'on vend de Maserati. Ok, donc, tu vois, c'est ça. En gros, ça répond à la question... Il n'y a pas l'intérêt et l'aura de prestige avec la Maserati, autant qu'on aurait pu y croire. Pas avec la Ghibli, en tout cas. C'est moins vrai avec... Ta question est excellente parce que c'est moins vrai avec le Levante, qui est le gros utilitaire sport. Et ça va être encore moins vrai avec le Grecale, qu'on est allé voir ensemble, et qui, lui, va attirer beaucoup plus de monde. D'abord parce qu'il y a le même look, ou à peu près dans la partie avant, mais étendu à l'intérieur d'un VUS, c'est vraiment sweet. Et c'est monté sur la même plateforme que l'Alfa Romeo Tonale, donc ça devrait être aussi assez dynamique. Peut-être un peu moins dispendieux. Donc, ouais, c'est ça, il était moins dispendieux. Ce que j'allais dire, ça vient remplir une niche aussi où je sais pas si les gens ont envie de payer. Tu disais combien? 150 000? 150 000 pour quelque chose qui, bon, écoute, même toi tu dis c'est bien et tout, mais tu sais, on peut avoir mieux ailleurs et même moins cher au bout du compte, peut-être. Ouais. Tandis que si ça vient remplir une niche, disons, de propriétaires qui ont un budget peut-être un petit peu moins grand que 150 000. On parlait de combien déjà, le modèle de base? Quelque chose comme 90? Un peu moins que ça. C'est ça. Le Grecale était à 72 000 devant. Ah oui, c'est ça, oui, effectivement. Je pense que le plus cher était même pas à 100 000. C'est ça, le plus cher était à 90 000, je crois. C'est ça qui m'a mélangé. C'était justement le Trofeo. Mais version, justement, le Grecale version Trofeo. C'est ça qui m'a mélangé. Mais oui, c'est ça. Donc, on parle ici d'un véhicule qui est quasiment, en fait, même en bas de la moitié. Là. Donc, je pense que ça on s'en fout un peu plus dans ce temps-là quand tu payes 70 000. Surtout qu'on le sait, là, les berlines, les voitures, ça a beaucoup moins la cote. On est beaucoup plus dans les VUS actuellement. Moi, je pense qu'effectivement, le Grecale va remplir un noyau puis va nous permettre des ventes à Maserati. Puis évidemment, mais tu sais, il n'y a pas 50 000 concessionnaires non plus. Là. Il y en a 2.
Il y en a un à Montréal, puis il y en a un à Laval. Ça aide pas pour les ventes, là. Ça délaisse comme 90% de la province. Effectivement. Alors bon, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé mon essai de la Maserati. Ghibli Trofeo, j'adore ce véhicule-là. Je le trouve magnifique, mais peut-être pas avec autant d'enthousiasme que la voiture mérite, en fait. C'est surtout ça. Le deuxième véhicule que j'ai essayé, c'est un autre véhicule. Je vais vous dire, j'en ai pas parlé, là, mais la consommation d'essence de la Maserati était quand même à 14,5 litres au 100. Ah! OK. Là, j'arrive avec le Land Rover Defender V8 110. Le 110, c'est la version la plus longue, parce que tu as un 90 puis tu as un 110. Donc, c'est la version la plus longue, et tu auras compris, V8, ben c'est V8. Hein? Ça vient avec ce que ça veut dire. C'est un véhicule qui est extrêmement puissant, oui, c'est le plus... Parce qu'il existe même un 4 cylindres 2 litres du côté du Defender 110. Donc, on n'est pas vraiment dans ce monde-là actuellement. Mais là, on arrive avec un gros V8. Intéressant parce que, bien sûr, c'est puissant, c'est capable de tirer, c'est capable de remorquer, mais c'est aussi 15,5 litres au 100. Et la question, c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Écoute, j'ai un doute parce que oui, c'est vrai, ça va bien, mais as-tu besoin d'accélérer 0-100 en bas de 5 secondes? Dans un Defender. Dans un Defender, tu sais. Le Defender, il est quand même intéressant parce que c'est un véhicule qui est fait pour passer à peu près de n'importe où. Et honnêtement, il a le système, le fameux Terrain Response 2 de Land Rover, qui lui permet de se moduler pour traverser à peu près toutes les conditions, toutes les circonstances, que ce soit des trous d'eau, que ce soit n'importe quoi. C'est vraiment assez impressionnant comme capacité. Bien sûr, le Defender, le V8 525, est monté sur des pneus de 22 pouces. C'est quand même des gros pneus, ça. Ça coûte des sous, à part ça, à remplacer, évidemment. Tu sais, c'est à la fois un véhicule de luxe et un véhicule de tout-terrain, mais vraiment tout-terrain. Ça, la qualité tout-terrain, personne ne pourra contredire du côté de Land Rover. Ils l'ont. La fiabilité, pas toujours. Pour le moment, ils n'ont pas eu de problème majeur avec le Defender, mais malheureusement, dans le passé, Land Rover n'a pas été un exemple de fiabilité exceptionnelle. Et ce qui a, à mon sens, un des défauts, c'est l'ergonomie à l'intérieur. Je trouve que vraiment le tableau de bord, le système d'infodivertissement et tout ça, moi j'ai un petit peu ragé, j'ai même pas jumelé mon téléphone parce que après 6 tentatives, ça marchait jamais, fait que je me suis tanné. Ta mère, avec sa patience légendaire, a cherché des fonctions, puis a fini par dire « Ah, laisse faire ». Sur ce ton, j'en suis certain. Et même un peu plus. Et enfin, il y a une personne qui m'a aidé à transporter, mon beau-frère Claude, et même lui a eu de la difficulté à trouver les bonnes stations de radio, puis c'était compliqué. Donc, tout ça, c'est pas simple. L'ergonomie n'est pas simple. Une fois que tu as compris, par contre, tu as accès à beaucoup d'informations. On parlait de trucs hors route, de toutes les commandes hors route, les angles d'attaque, les inclinaisons. Tout ça, c'est là. Tu as des caméras 360, évidemment. Ça te permet donc de traverser à peu près n'importe quoi. Et au bonheur, parce que tu le sais, hein, je suis un amateur de toutou. On en a 2 gros à la maison. Et on avait la version avec l'équipement pour les chiens. Pourquoi je dis équipement pour les chiens? C'est que, d'une part, l'espace de chargement arrière, l'espace cargo est recouvert d'un caoutchouc, pas de tapis, donc ça se nettoie bien. Il y avait une grille qui séparait cet espace-là du siège arrière, donc ça empêche les toutous de venir se promener au moment où ils n'en ont pas besoin. Et il y avait même un petit réservoir avec un tuyau et une pompe, littéralement un boyau d'arrosage pour être capable de nettoyer les chiens. Ah ouais! Ouais, ça c'est vraiment cool. Et l'affaire la plus cool, je pense, c'est le système de ventilation qui est... Bon, c'est 3 zones. Donc, tu as la partie avant, tu peux tempérer en avant, tu peux tempérer le deuxième siège, la deuxième banquette, et tu as une fonction réglage pour la partie cargo aussi. Et c'est littéralement fait pour les animaux. La preuve, c'est que même dans le tableau de bord, dans l'affichage d'infodivertissement, l'image de ventilation dans le cargo, c'est un chien. Ah, ok, mais c'est quand même mignon. C'est vraiment mignon et super efficace et ça va bien. Et honnêtement, en plus, tu as un accès, tu as des suspensions pneumatiques, donc tu peux descendre la voiture,
Comme tu sais, une de nos toutounes, malheureusement, une de nos chiennes, a des problèmes avec ses pattes arrière. C'est pas toujours facile de se glisser à bord. Surtout sur ceux qui sont plus hautes, là. Exactement. Puis un Defender, c'est quand même assez haut. Ouais, c'est ça. Monter sur des roues de 22 pouces, ça te donne une idée. Donc, on est capable d'abaisser les suspensions pneumatiques et donc c'est plus facile de l'embarquer à bord. Alors pour ça, évidemment, je lui donne une excellente note parce que j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, le fait qu'avec un V8, tu fais des accélérations monstrueuses, littéralement. Écoutez, c'est quand même 518 chevaux, 461 livres-pieds de couple. C'est un moteur suralimenté, bien sûr. Jumelé automatique 8 rapports, rouage 4 roues motrices, vous l'aurez compris. On annonce 14,7 litres au 100 de consommation. J'ai fait un petit peu plus que ça, quand même. C'était assez évident. L'avantage, bien évidemment, capable de remorquer jusqu'à 8000 livres. C'est donc un outil de travail autant qu'un outil de plaisir. 0-100, on dit 5,2 à peu près. Ce qui est quand même pas vilain pour un véhicule qui pèse 2600 kg, donc près de 6000 livres. Quand même. C'est vraiment gros, mais en plus, bon, il était tout noir, tout était noir, les roues étaient noires, le capot, tout était vraiment noir. Moi, j'aime beaucoup le Defender, j'aime le look qu'on lui a donné, j'aime les capacités de ce véhicule-là. Alors honnêtement, rien à redire là-dessus, sauf peut-être que j'attends mon invitation pour le party de Noël chez Petro-Canada, là, parce que... Ah ouais, t'as dû leur donner... t'es rendu actionnaire, là. Cette semaine, écoute, avec la Maserati puis le Defender, là, puis surtout que la Maserati, en fait, je l'avais parce qu'elle a été présentée dans le cadre de l'émission Virage, ces zones de Télémac, donc j'ai dû l'amener à Québec aller-retour, ce qui a un petit peu contribué à augmenter ma consommation. C'est sûr que ça aide pas. Tu l'as choisi ta journée pour parler de Land Rover, pareil, hein? Aujourd'hui même, pendant les funérailles de la reine, alors qu'on enregistre ça en ce moment même. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'était une fan finie de Jaguar et de Land Rover, qu'elle conduisait elle-même d'ailleurs sur ses terres. Son corbillard, c'est une Jaguar. Son corbillard, c'est une Jaguar. Qu'elle a désigné elle-même. Ah oui, c'est ça. Ben, pas elle-même au complet, là. Je pense pas qu'elle désignait des chars dans ses temps libres, mais elle était. Quoi qu'elle est surprenante, madame, hein. Peut-être qu'elle faisait. On connaît pas tous ses hobbies, mais tout ça pour dire, elle a participé avec les gens de Jaguar pour désigner son propre corbillard. Ah oui. Ouais, ça c'était pas prévu qu'on parle de ça, c'était vraiment juste improvisé. Mais oui, ça c'était vraiment c'est beau, ça. quoi. Mais est-ce que tu penses que dans le fond, les trucs de chien à l'arrière, c'est pour ses corgis? Peut-être. Ah ouais. En fait, ouais, mais là, c'est plus des corgis qui vont être au... Non, mais là, c'était ça, là. J'imagine qu'en arrière, ça devait bien aller, la partie grillée, là, pour les corgis ou Charles, là. Ouais, non, mais c'est ça, mais là, il y a comme je te dis, là, c'est plus des corgis. On verra Avec bien Charles. ça. Non, Charles a des... Des Rottweiler, je sais pas. Non, c'est comme deux... Je pense que c'est un basset ou je sais plus trop, là. C'est pas bien grave, hein. On parlera des chars du nouveau roi bientôt, hein, parce que j'ai pas encore finalisé la recherche, mais entre autres, il roule au restant de 20. C'est à suivre. Il faut rester à l'affût. Moi, je viens continuer quand même dans la même lignée. Le temps qu'à parler de voitures de luxe, j'ai te poser une bonne question à toi. Pourquoi est-ce que les chars de luxe, ils ont tous des noms de marde? Non, mais désolé de te dire ça comme ça, mais là, on va se le dire, là. Bon, là, c'est plus vrai pour Lincoln. Ok, c'est plus vrai pour Lincoln, ils l'ont changé, mais avant, ils représentaient l'archétype de ça, là, la MKZ, on a la série 3, on a le modèle 3, le modèle S, on a la BMW X1, X2, X3. On va se le dire, c'est pas très inspirant, hein? T'es-tu déjà posé la question, pourquoi c'est aussi plat? Écoute, Toyota arrive avec son véhicule électrique qui s'appelle le BZ4X. Ah ouais, mais là, ça c'est encore pire. Mais limite, ça a un genre de sens, là. Puis oui, tu me diras, les Volvo aussi, là, ils font ça, que là, plus le chiffre il est gros, plus... Ben, là, c'est gros. Mais en fait, tu vois, comme chez Mercedes, avant, le chiffre qui allait avec était la cylindrée du moteur. Alors, si tu avais un moteur, je sais pas moi, 6.3 litres, ben tu avais une Mercedes 630. Mais là, aujourd'hui, tu as un moteur 6.3 litres dans une Mercedes 580. Alors, je sais pas. Fait que ça n'a même plus de sens. En fait, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est... Il faut quand même que je donne ma source. Là, c'est selon Mark Putzer de Motor Biscuit. Mais j'ai trouvé quand même que ses idées étaient plutôt intéressantes, même si je les partage pas toutes. On nous dit, entre autres, que... Bon, la première raison que je pense qui est pas vraiment très légitime, c'est qu'il dit, bon, tous les noms sont déjà déposés. Toutes les bonnes marques sont déjà déposées.
Mais en fait, c'est un commentaire qui a été fait, entre autres, par Audi, qui a effectivement chialé parce que il n'y avait pas de nom. Fait que c'est pour ça qu'ils sortent les troncs. C'est ça? C'est ce que t'es en train de me dire? Moi, j'ai rien dit. Ben, c'est ça. Ben, il y en a un autre aussi. Je pense que c'est la Toyota Nova. Quelque chose comme ça, une compagnie japonaise qui avait sorti la Nova dans le marché. Nova. Mais non, ça, c'est une vieille Nova. Oui, c'est vieux. Je me souviens plus c'est quoi. Mais en tout cas, une Nova qui avait été un flop complet dans la Chevrolet Nova. Excuse-moi, pourquoi je dis n'importe quoi, moi. Justement, faut pas m'écouter tout le temps. Alfa Romeo, c'est bulgare. Chevrolet, c'est japonais. Mais tout ça pour dire, la raison pour laquelle je pensais à ça, c'est que c'était dans le marché latino-américain, ça n'a pas du tout fonctionné parce que Nova, ça veut dire, Nova, hein, ça va pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, ça, c'est un autre... Je te signale qu'on a déjà eu la Buick Lacrosse. Écoute, ça faisait partie des exemples que j'allais te mentionner. l'e-tron, hein, c'est quand même aussi un bon, un bon exemple. Donc ça, c'est aussi une autre des raisons, comme quoi ça se traduirait simplement mieux, ce qui est quand même pas, ça c'est quand même selon moi relativement légitime. Mais aussi, et ce qui me fait vraiment rire, c'est que apparemment qu'un système alphanumérique serait considéré comme une marque de prestige. Ce serait considéré plus luxueux par les consommateurs d'acheter quelque chose qui s'appellerait la XS whatever que de s'acheter quelque chose qui porterait un nom prononçable. Es-tu d'accord avec ça, toi? Pas du tout. Non, hein? Ouais, ben, en fait, je dis non. C'est sûr qu'on est habitué à cette nomenclature-là. On est habitué à certaines appellations, tu sais. Puis je regarde même au niveau des voitures électriques actuelles, chez Mercedes, on a les EQS. Puis là, on arrive avec la EQS VUS. C'est comme, vous auriez pu trouver un autre nom, là. Il y a déjà la EQS qui est une berline, bref. T'aimes pas l'allitération? Le QS VUS? Non, pas vraiment. Alors, tout ça pour dire que ouais, mais non. Moi, je pense qu'il aurait pu faire un effort. Puis d'autant qu'il y a une confusion. Tu sais, des compagnies comme Infiniti avaient auparavant des véhicules comme la G37. Et à un moment donné, ils ont décidé qu'ils changeaient leur nomenclature. Alors, ils sont devenus des Q50 pour des voitures. Mais si c'est un VUS, c'est qu'un QX50. Mais c'est censé. Ben oui, tellement. Voyons, moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit... VUS. Ben oui, c'est clair. J'espère qu'on entend la claque que j'ai fait. on le voit dans l'enregistrement, donc oui. Alors, c'est sûr que non. Moi, je pense que c'est juste... Ça crée plus de confusion qu'autre chose. C'est un peu mon avis aussi, honnêtement. Puis tant qu'à ça, je préfère la méthode de Maserati où on utilise des mots... Bon, tu me diras pas que tous les mots italiens, ils sont déposés ici au Canada, là. Hein? Tu me diras pas que tous les mots japonais pour les compagnies japonaises, ils sont déposés ici. On a vu la Mirai récemment, qui veut dire futur en japonais, puis qui, selon moi, fonctionne parfaitement bien comme nom aussi. Ouais, mais la question, c'est ça fait combien de temps que c'est enregistré, ces noms-là? Et souvent, c'est ça. C'est que, et là, on assiste à des retours, justement, qu'on va rechercher des vieux noms qu'on ramène. Ben, c'est directement là qu'on s'en va, en effet, hein, parce que au mois d'août, Chevrolet a fait exactement ce que tu parlais. J'imagine qu'après la Nova, hein, ils ont décidé, on va aller avec les valeurs sûres. Comme ça, personne ne va se tromper. Et ils auraient justement déposé à nouveau le nom de Chevrolet Cavalier. Oh, et ça, c'est un classique, par exemple. C'est un grand retour, hein. Ça fait 17 ans qu'on n'en a pas vu des nouvelles sur nos routes depuis 2005. Quand même, moi, ce que j'ai, justement, c'est un petit peu le problème, j'ai l'impression, ça fait comme pas assez longtemps, je pense, pour que on se dissocie de l'image d'Aminoun. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, parce que quand moi je pense à une Cavalier, c'est un peu comme une Camry ou une Tercel. Tu sais, je sais qu'une Camry, tu peux encore en acheter, là, mais tu sais, une Tercel, là, quand tu penses à une Tercel, là, tu penses pas à quelque chose de stylé, là. Tu sais? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'as raison que les cavaliers... écoute, les cavaliers, j'en ai eu une, hein, dans les années... C'est exactement ça mon point, c'est qu'on n'est pas... 90. On n'est pas au point... Tu sais, limite, le Bronco, c'était un genre cool. Il y avait aussi, c'était quoi déjà, le Air... le Airflow. Le Airflow de Chrysler. Ça, c'est il y a tellement longtemps qu'on s'en fout si personne n'a jamais eu ça. Tu sais, on dirait que ça...
je comprends, mais ça, une cavalier, Ben, tout le ils ont monde a eu ramené, ça, là. regarde, ils ont ramené les Challenger, les Chargers, il y a plusieurs C'est années, vrai. mais ils les ont ramenés quand même. Bon, tu parlais du Bronco, c'en est un exemple. Il y en a plein d'autres qui reviennent. Maverick, ils l'ont fait revenir, mais ils ont juste complètement décidé d'oublier c'était quoi au début. Ben, c'est un peu la même chose avec la Mustang Mach-E, on s'entend. Ça, À la limite, ah ouais, ok, ça je suis plus ou moins d'accord avec toi parce qu'il y avait pas un char qui s'appelait la Mach-E avant, puis là ils ont refait un char qui s'appelait la Mach-E puis qui était complètement différent. Ils ont juste pris le nom de Mustang. Auquel cas, il y a des gens qui crieront au sacrilège, mais c'est pas la même chose que de reprendre le nom de cavalier. C'est ça Non. mon point. Non, effectivement. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. En même temps, est-ce que c'est juste une protection ou si c'est vraiment, ils ont l'intention de créer quelque chose? On verra. Souvent, ça arrive, là. Puis aussi, on peut parler d'années avant de vraiment revoir le modèle. Fait que peut-être que mon argument tiendra plus la route parce que le temps qu'il sorte la nouvelle cavalier, tout le monde va avoir eu le temps d'oublier sa minoune. Mais t'imagines-tu un cavalier VUS? Le pire, c'est que c'est tellement ça, là. Le nouveau cavalier, VUS 100% électrique, signé Chevrolet. C'est tellement ça, là. Qui va vous amener avec votre cavalier partez à l'aventure. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, il va avoir des fonctionnalités hors route. Ben oui, c'est sûr. Il va avoir une version avec des fonctionnalités hors route. Clair. Il va avoir un moteur de marde de base, puis il va falloir payer pour avoir toutes les options, puis ils vont tous avoir la traction intégrale, sauf celui de base. Bien sûr. Et il va s'adresser, bien sûr, à un couple dans la jeune trentaine, actif, qui aime le plein air. Ben oui, bien sûr, parce que justement, à l'intérieur, tu vas pouvoir avoir plein de choses pour le plein air et pour les enfants. Revenu familial minimum de 130 000 Oui, on voit déjà, honnêtement, je vois la pub en ce moment, là, comme j'entends la pub dans mes oreilles, là, tu sais, les nouveaux. Ouais. C'est ça. C'est ça. Avec la grosse voix. Là, oui, c'est ça. La voix FM. On verra bien. Alors, vous aurez compris que la dernière minute était une gracieuseté de notre imagination débridée qui n'a rien à voir avec la réalité. Non, mais je trouve que c'est quand même triste hein, qu'en à peine moins d'un an de podcast avec toi, déjà, je comprends assez le marché de l'automobile pour comme dire exactement ce qui s'en vient. Puis, ben... Mais on peut avoir une surprise. Je l'espère. Et surtout que, on s'entend que des véhicules comme ce qu'était la Cavalier, c'est pas ce qui est vraiment à la mode aujourd'hui. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une surprise. Je te signale que c'est mon père qui a racheté ma Cavalier. Bref. Ah, c'est pour ça! Ben c'est ça l'image que j'ai d'une Cavalier! C'est le char à... Ben oui, c'est le char à grand-papa! Ben oui! Ok, c'est pour ça l'image d'une minoune qui sent, là, tu sais, ok, ouais. Parfait. Je me demandais d'où est-ce qu'elle venait cette image-là. Parfait. On voulait en parler vite. On n'a pas vraiment parlé du salon de l'auto de Détroit. Écoute, mais je pense qu'on peut parler de ça en 2 minutes, là. Ben, je vais quand même te dire, dès le départ, ma grande déception. Pour moi, là, quand j'ai commencé dans ce métier-là, là, il y a quelques années, le salon de l'auto de Détroit, c'était la Mecque. On voulait tout aller là. On se garochait pour aller là. Ça durait 3 jours, les jours de presse. Il y avait des dévoilements aux 20-25 minutes. Et c'était fait dans un grand déploiement. Là. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Pour lancer une version du Ram, ils avaient amené 125 taureaux du Texas qui avaient placé dans une rue à Détroit. Puis le Ram sortait de ce troupeau-là. D'ailleurs, le pauvre vice-président de Ram essayait d'expliquer son véhicule et derrière lui, il y avait 2 taureaux qui s'amusaient un peu allègrement. 2 taureaux? Ben oui, semble-t-il que c'était 2 mâles. Ah, ben comme quoi, l'homosexualité, c'est vraiment dans la nature, hein? Les gens qui diront que c'est un choix seront confondus. Mais ça a l'air que ça. On a déjà eu Slava Snow Show qui avait lancé des confettis à la grandeur. Ils ont déjà lancé une grande caravane du 2e étage. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est ce qui m'avait marqué le plus dans tes histoires, quand il avait littéralement lancé... oui. Je fais souvent la blague, là, d'ailleurs, hein, où est-ce qu'elle va atterrir, mais là, littéralement... Oui, absolument. Ils ont pris un Jeep, ils ont roulé dans les allées du salon pour aller traverser une vitrine, pour montrer un escalier de l'autre côté de la rue. Bref, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. On a eu des visiteurs de tout acabit, des champions olympiques, des chanteurs. Kim Cattrall a déjà présenté une Mercedes. Bref, on était vraiment dans les gros shows. Et cette année, il y avait 5 compagnies qui exposent, dont 3 ont fait des dévoilements, dont un dévoilement de Chevrolet
le Tahoe RST Performance, c'est-à-dire un véhicule qui existait déjà, dont on a augmenté un peu la puissance. Mais là, c'est pas rien. Ben non, tu sais. Et t'as Jeep qui a présenté le Grand Cherokee 4XE une semaine après avoir présenté son plan d'électrification de ses Jeeps. Donc, l'arrivée du Recon, l'arrivée d'un Avenger en Europe. Bref, on avait déjà tous les détails. On nous a juste présenté le Jeep Cherokee 4XE. Mais Jeep, il y a quand même un autre véhicule, on va vous en parler après, mais il y a quand même, chez Jeep, quelque chose d'assez particulier. Oui, ben moi je pense que c'est vraiment le clou du spectacle. Quoique, tant qu'à rester dans les voitures, il y a aussi eu la Mustang Stampede, hein, qui c'est était... ce que je voulais dire, mais oui, c'est ça. Je la gardais pour après. J'étais pas certain. Moi, je voulais garder mon truc pour après. Bon, mais on va garder ton truc pour après, puis on va parler de la Mustang tout de suite. Là, décide-toi, là. Ben là, alors le Stampede, en fait, c'était une réunion des propriétaires de Mustang à la grandeur de l'Amérique du Nord. Ils se sont donné rendez-vous à Détroit pour le dévoilement de la Mustang 2024, ce qu'on appelle la S650 si vous êtes un vrai puriste. Oui, puis ils l'ont surnommée aussi, justement, selon le Stampede en question. Là, elle a plusieurs noms. Mais, bon, donc, ce qu'on nous a présenté, moi, je m'attendais à une Mustang complètement refaite, Mustang hybride, Mustang 4 roues motrices. Pas pantoute. Mais moi, c'est pour ça que je voulais t'entendre. Je croyais qu'on était dans la lignée des déceptions. Après ça, on ira à la chose excitante, là. T'as raison. Alors, pas du tout. Écoutez, c'est une Mustang qui a été redessinée. Moi, je trouve qu'elle a l'air moins méchante qu'auparavant. L'idée, c'est qu'on veut l'internationaliser. D'ailleurs, au moment du dévoilement, qui s'est fait en soirée, hein, même pas pendant le salon à proprement parler, il s'est fait en soirée. Et on a présenté des vidéos d'une propriétaire du Japon, d'un propriétaire d'Australie, de propriétaires européens, parce que depuis quelques années, on vend la Mustang un peu partout au monde et on a vraiment voulu aller tirer avantage de ça. Donc, on présente une Mustang qui a changé de look, moins rebelle un peu, jolie, là. Je dis pas qu'elle est pas belle, mais... moins américaine, moins typiquement américaine. Exactement. Je comprends ce que tu veux dire. L'intérieur a été complètement refait, basé, dit-on, sur des jeux vidéo, des grands écrans. Mais écoutez, si vous avez vu le Mach-E, on est à peu près dans le même esprit. On a mis des affaires qui me font me demander pourquoi. Entre autres, un frein électronique à main. Donc, tu sais que la plupart des voitures maintenant ont des freins électroniques à boutons. Là. Mm-hmm. Tu pèses dessus. Bon. Mais quand tu fais ça, tu peux pas faire de drift. Tu peux pas faire de dérapage contrôlé. Alors là, on a créé un frein électronique à main qui va te permettre, justement, en l'activant, de faire un dérapage contrôlé. C'est très niché quand même. Utile pour certains, mais niché. Ouais, mais attends, il y a pire. Sur le porte-clés, tu vas avoir un bouton où tu vas pouvoir faire révolutionner ton moteur à distance pour faire entendre le son. Monsieur, il dit ça comme s'il l'utiliserait pas. Non. S'il y avait... non. J'utiliserais 2 fois, comme tout le monde. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Tu ferais ton petit show-off, là, si tu l'avais toi aussi. Ben, comme je te dis, je l'utiliserais probablement 2 fois, comme tout le monde. Puis après ça, tu fais non. Non, il me semble que... Au moins, quand je suis assis dans le char, il y a comme une espèce de fierté. Si je fais ronronner mon moteur, je suis avec, tu sais. Alors ça, à distance, c'est un peu moins. Bref, tout ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, ben, on s'attendait à une voiture économique, à une voiture... On n'est pas là pantoute. On a pris le moteur 4 cylindres EcoBoost, on l'a rendu plus puissant. On a pris le moteur V8 5 litres, on l'a rendu plus puissant. On n'a pas donné les puissances, cependant. Et on a lancé un nouveau modèle qui s'appelle la Dark Horse. La Dark Horse, elle reprend un V8 5 litres qu'on rend plus puissant avec des composantes des Shelby GT350 et GT500. Donc, ça va être un véhicule qui va être encore vraiment, qui ne sera pas aussi fort que les Shelby, mais plus que les GT Performance actuels. Donc, ça va être un Dark Horse plus méchant, plus bête. Alors, on n'est pas du tout dans rien d'écologique ou d'économique. On n'a absolument rien fait au niveau de l'électrification. On est vraiment dans un tout autre monde avec cette Mustang-là. Mais, bon, oui, elle est jolie. Oui, elle a quand même de très bonnes critiques. Et évidemment, il va s'en vendre des tonnes, comme il s'en vend toujours. Rappelons que la Mustang, c'est la voiture sport la plus vendue au monde. Quand même! Ouais, ben oui, ben écoute, c'est vraiment... C'est un véhicule vraiment, vraiment bien fait. Puis si vous avez conduit une Mustang une fois dans votre vie, c'est une expérience particulière. Ça vaut la peine d'être faite, bien entendu. Finalement, on revient au Jeep.
Parce que le clou du spectacle, c'est pas le Mustang Stampede, c'est pas les Chevrolet, peu importe. C'est le gros canard gonflable Jeep. C'est un canard de 61 pieds qui se fait appeler le plus gros canard en plastique au monde. Maintenant, est-ce vrai? On ne le saura peut-être jamais, mais tout ça c'est parti à cause d'une dame qui a écrit sur un petit canard en plastique Nice Jeep et qui l'a mis sur le capot d'un autre Jeep qu'elle avait vu sur la route et ça s'est ramassé ensuite sur Twitter et sur Instagram, mais il y a un hashtag qui est parti, hashtag DuckDuckJeep qui est parti et c'est devenu un trend qu'on appelle le docking. Voilà, docking, D-U-C-K-I-N-G, oui. Avec un O, c'est autre chose, faut pas rechercher ça sur Google. Je suis désolé, quand tu m'as dit ça tantôt, ça m'a bien fait rire. Et depuis, c'est devenu un symbole, le fameux petit canard en plastique. Et là, Jeep a décidé que c'était les seuls qui allaient faire quelque chose d'excitant, en fait, et ils ont placé 61 pieds de canard en plastique par-dessus leur petit enclos à Jeep, voilà. Effectivement. Et en fait, il faut savoir qu'au Salon de l'Auto de Détroit cette année, beaucoup des activités étaient à l'extérieur. Hein? Parce qu'à l'intérieur, il y avait peu de choses. Là. Il y avait, bon, Lexus était là, mais bon, peu de choses. Mais à l'extérieur, ça prenait vraiment les allures d'une espèce de fête foraine. Ça s'adressait beaucoup à la population en général, pas nécessairement aux tripeux d'auto. Je pense que c'est ça la différence. Ça s'adressait vraiment plus aux gens de Détroit qu'aux gens de partout à travers le monde qui venaient à Détroit pour ça. Exactement. C'est plus le grand salon de l'auto, mais c'est un festival probablement intéressant pour les gens localement. Et autour du Jeep, on avait un kiosque à crème glacée, on avait de la barbe à papa, il y avait de la musique autour de ce gros canard. Donc, on a vraiment créé un environnement très familial, presque, pour attirer les gens. Jeep, là-dessus, je dois leur donner, ils sont toujours spectaculaires. Quand on va dans d'autres salons, ils ont une piste d'essai Jeep à Los Angeles, entre autres. À l'extérieur du salon, il y a une piste d'essai où littéralement, ils construisent une fausse montagne, des faux trous d'eau, et tu peux conduire la voiture comme si tu étais en route, Très cool. mais en plein centre-ville de Los Angeles. Alors, ils sont toujours là-dedans, et je pense qu'avec leur canard, ben, ils ont fait la preuve qu'ils étaient encore capables de le faire. Comme le dit le gars de Jeep, tout le monde aime le canard. Voilà. J'ai une dernière question, toi, avant qu'on termine l'épisode. Est-ce que tu crois aux voitures volantes? Non. Non, tu penses pas qu'on va voir ça? Ben, en fait, je pense que ça serait trop compliqué d'abord d'un point de vue technologique. D'autre part, d'un point de vue de la maîtrise. Ouais, les gens ont de la misère en 2 dimensions. J'aurais de la misère à imaginer une 3e. Exactement. Et je me dis, bon, en aviation, il y a actuellement des corridors aériens précis. Donc, il y a comme des routes tracées dans le ciel. Je suis pas convaincu qu'avec une voiture volante, on serait capable de suivre ça. À moins de faire comme dans le 5e élément, d'avoir 31 étages de route une par-dessus l'autre. Moi, je pensais à Futurama, là, mais c'est un peu le même principe. C'est ça, ils suivent la même route, puis ils sont comme un par-dessus l'autre, là. C'est ça, exactement. Moi, tant que ça, Futurama, je pense que s'il y a une chose que ça représente bien, c'est le transport en commun, hein. Je sais pas si tu te souviens, là, dans cette émission-là, on l'a regardé quelques fois ensemble, mais ils ont des gros tubes. Puis oui. ils rentrent dans le tube, puis ils sont comme aspirés, puis ils voyagent à travers la ville, à travers les tubes comme ça, puis il y a comme des tubes partout. Je pense que ça, c'est vraiment le futur. Mais bon, disons qu'on revient à la réalité. Ben, quoique pas vraiment, en fait, hein, parce qu'on parle quand même de voitures volantes, mais c'est le Jetson One. Jetson comme la famille Jetson des anciens dessins animés, qui avait d'ailleurs des voitures volantes. Et d'ailleurs, George, c'est ça son nom, hein, oui. George Jetson. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il est né? Non. Il est né en août 2022. Je te jure, tu vas regarder ça sur Internet. Ça se passe en 2062 et George Jetson a 40 ans. Sérieux? Et il est né le 31 juillet 2022. Donc voilà, George Jetson est parmi nous. Il a quelques mois à peine et peut-être conduira-t-il la prochaine évolution du Jetson. Mais pas le One, peut-être que ça va être le 2 ou le 3 rendu là. Hein? Ouais. J'espère pour lui. Mon Dieu, l'épisode s'en vient long, hein? Et donc, le Jetson One, dans le fond, c'est un drone que tu peux t'asseoir en dedans. Puis, je m'éterniserai pas là-dessus parce que franchement, y a pas grand-chose à dire. Là, pour le moment, la compagnie a pas encore produit quoi que ce soit. Tous ceux qui sont
prévus sont déjà sold out, donc on peut même pas s'en procurer en ce moment. Ça m'a l'air un peu dangereux, honnêtement, mais ça m'a pas l'air de quelque chose non plus que tu peux juste utiliser partout, selon les règlements d'aviation. Là, ils nous disent pas besoin de permis, pas besoin de quoi que ce soit, ce qui fait un petit peu peur, comme on l'a dit juste avant d'enregistrer. Mais en fait, moi ce que je trouve intéressant, eux l'appellent pas du tout une voiture, hein. Eux autres, ils l'appellent un véhicule de transport personnel à décollage et atterrissage vertical. Voilà. Un drone. Une voiture volante ou un drone. un drone personnel, en gros. Mais est-ce que tu considères que toi, en tant que journaliste automobile, ça devrait faire partie de tes considérations, des affaires comme ça, du transport personnel, mais qui est pas une affaire à 4 roues, là? En fait, j'ai pas les compétences pour évaluer ce genre d'affaires-là. Peut-être que si je m'y attardais, oui, mais pour le moment, pas du tout. Comme je te dis, je suis pas dans ce monde-là pantoute. Pour toi, c'est plus l'équivalent, mettons qu'on avait à faire une comparaison, là. C'est plus l'équivalent de, mettons, demander à un journaliste automobile de faire des trucs de moto, de bateau ou genre de cuisine. Tu comprends? Ça a un peu rapport? Oui, ça a un peu rapport parce que c'est un mode de déplacement individuel, mais n'empêche que c'est clairement pas... C'est clairement pas... En tout cas, pour le moment, j'ai pas les compétences pour le faire. Fait que c'est plus l'équivalent d'un bateau, mettons. C'est plus comme si on demandait de faire un article sur un bateau. Ok, je vois. Mais j'aurais tendance à être d'accord avec toi, quoique la technologie, si jamais elle venait à être répandue, peut-être que ça pourrait changer un peu le domaine, hein? Ben à ce moment-là, par la force des choses, on va de toute façon évoluer comme on le fait déjà. On a évolué au niveau des véhicules électriques, on évolue au niveau de l'autonomie. Je parle d'autonomie de conduite, là, pas d'autonomie de range. Là. Donc, on parle vraiment au niveau de l'autonomie des voitures. On a appris, puis moi le premier, là, on a suivi plein de formations de tout genre. Clairement, ça va être une évolution qui va suivre. Mais pour être honnête, j'ai le vertige quand je monte en haut d'un escabeau. Pas sûr que ça me tente tant que ça d'aller essayer ça. Ça a pas l'air de voler full haut. Mais j'ai peut-être un argument qui peut te convaincre. La compagnie Jetson, elle est basée en Toscane. Endroit que je sais que tu affectionnes particulièrement. Mais là, par contre, là, je pourrais être tout à fait disponible pour un essai. Ah ouais, là, tout à coup, ça entre dans les considérations de journaliste automobile. Hein? Là, j'irais même faire une étude approfondie sur le développement du produit. Là. Ce serait-tu plate? On serait obligé de te loger à Florence. Ce serait dommage. Tu vois comme j'ai un grand esprit de sacrifice. Belle façon de terminer cet épisode, je trouve. Parler de ton altruisme et de ta générosité sans fond. Exactement. Tout à fait moi. Alors, mon cher... Et quelle modestie! Absolument. Je suis très humble et je m'en vante. Alors... C'est vrai qu'on finit toujours en disant des niaiseries, ce podcast-là. On le commence un peu comme ça aussi. Alors, on vous remercie bien sûr d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Gotchard. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur nos pages Facebook personnelles, mais aussi sur la page Facebook Gotchard Podcast. Si vous avez des questions, ça nous fait plaisir. Gotchard.podcast@gmail.com si vous préférez envoyer un courriel. Bien entendu, vous pouvez nous écouter sur Spotify et vous abonner sur toutes les plateformes, incluant Apple Podcast. On vous invite d'ailleurs à laisser un avis. On aimerait ça avoir votre avis, avoir des questions, avoir des trucs comme ça. N'hésitez pas. Alors, mon cher William, c'est ainsi qu'on met fin à cet épisode épique. Absolument, ben oui, à longueur qu'il y a eu, on peut appeler ça épique, homérique. Homérique. Alors, je te remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.